Bonjour l'élite, je vous retrouve après quelques semaines sans vidéo avec grand plaisir, hein, puisque vous le savez sans doute, notre ami Sardoche a fait son combat donc d'échec box, hein, mais bon c'est le terme anglais qui est employé, de chess boxing, et comme vous me l'avez demandé et comme je pense vous l'avez suspecté en voyant son combat, on va aujourd'hui l'analyser. Et quand je dis on, c'est pas une espèce voilà de tournure de phrase ou autre, non c'est parce qu'on va être plusieurs. Je suis avec ce serait faux de l'appeler comme ça, mon maître, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui m'a pas mal enseigné de choses sur la boxe, alors que j'ai jamais rencontré en vrai, mais en tout cas, que je reconnais comment dire, son excellence dans le domaine. Et voilà, il va m'aider à trouver des axes d'amélioration, voilà, à voir ce qui est bien déjà dans la boxe de Sardoche. Donc, vas-y, je te laisse te présenter Corvus. Alors, salut à toute l'élite, hein, puisque visiblement vous vous appelez comme ça. Donc, je vais vous donner mon pseudonyme, je vais pas vous donner mon identité réelle. Donc, Corvus Rex, je tiens un serveur sur les sports de combat. On vous mettra peut-être le lien en description ou ailleurs. Alors, je suis entraîneur de boxe dans la vraie vie. J'ai été formateur pendant quelques années à la Fédération française de boxe. Je vais pas faire la liste longue de mes diplômes. Enfin voilà, j'ai une licence TAPS, j'ai 3 diplômes universitaires, prépa physique, prépa mentale, nutrition, et donc forcément aussi le BPGEPS entraîneur de boxe et le monitorat deuxième degré de MMA. J'ai l'habitude aussi de tenir une petite chaîne où j'analyse des combats. Alors rien de très ambitieux, hein, pas comme toi qui est surexcité, qu'en fait plein. Moi, c'est vraiment quand j'ai le temps et voilà, ça prend 20 minutes, je passe une petite vidéo tranquille. Alors je précise en préambule, ça peut peut-être être intéressant aussi, c'est que je ne connais pas du tout Sardoche. Donc il n'y a pas d'a priori positif ou négatif, c'est-à-dire que moi j'arrive complètement neutre, j'analyse le truc avec mon logiciel de boxe. Alors j'essaie de tenir compte du fait que c'est pas de la boxe pure, que effectivement c'est du chess boxing, donc le niveau en général en boxe est quand même très inférieur à de la boxe. Et puis là en plus, je crois savoir que c'est son premier combat. Donc ne vous formalisez pas si vous êtes un fan de Sardoche. Sardoche, si tu m'écoutes, ne prends pas mal mes critiques. Hein. Je vais peut-être être dur, mais c'est mon métier. Voilà, voilà. Voilà, oui, c'est quelque chose qui m'a choqué, enfin vraiment, ça m'a étonné. On pourrait parler d'élitisme. Hein, alors, sa chaîne est hyper qualitative et m'a appris énormément de choses, alors que j'avais déjà bouffé pas mal de contenu sur la boxe et les sports de combat. Et vraiment, lui, il est dans une optique un peu de viser l'excellence et donc très critique. Ça m'avait un peu étonné, mais au final, on progresse beaucoup. Donc voilà, je remets une couche de pommade avant qu'on découvre la chose, parce que vraiment on peut se dire mais putain il dit rien de positif et autre, mais c'est parce que il est voilà. Et d'ailleurs c'est un peu l'analogie avec Sardoche, je pense, quand il joue à League of Legends, il laisse pas beaucoup passer d'erreurs ou autre, tu vois. Mais là voilà, c'est un peu la même chose. Mais je vais Alors faire un effort. voilà. Alors avant de démarrer donc l'analyse, je vous fais un petit contexte très rapide. Donc voilà, le combat a eu lieu, je crois vendredi 3 ou 4 février. Voilà, contre un adversaire qui est venu, comment dire, au dernier moment. Il était censé affronter quelqu'un qui s'appelait Kevin. Alors je sais pas, il y a eu un désistement ou autre, mais il a pas pu venir. Donc c'est le fameux Léo Guirlet qui l'a remplacé, donc l'adversaire de Sardoche, qui s'avère être désormais le prof d'histoire géo le plus connu de France, puisque voilà, il est professeur d'histoire géo, donc il y a pas mal de gens qui le reconnaissent, qui disent ah c'est mon prof d'histoire, etc. Donc voilà, il l'a pris, il a eu que quelques jours pour se préparer. Mais il est quand même monté et il a fait les 5 rounds. Alors, si vous savez pas le résultat, Sardoche a gagné au bout du cinquième round par chaos technique. Donc l'arbitre a arrêté le combat parce qu'il y avait une attitude un peu comment dire, compliqué de la part de l'adversaire, hein, ça faisait plusieurs fois qu'il se faisait arrêter. Donc j'espère que dans cette vidéo, on va avoir le temps de couvrir la dernière séquence où justement il y a cet arrêt du combat. Voilà, donc Sardoche a gagné. Et oui, donc tout cet arc Sardoche qui s'est mis à la boxe, c'est vrai que ça étonne des gens. Je vois sur Twitter des mecs qui disent mais punaise, depuis quand il fait de la boxe Sardoche, etc. Mais nous, on a couvert l'affaire depuis déjà plusieurs mois, hein, notamment avec cette petite photo que j'avais prise là, que j'avais mis en miniature, hein, où il était encore pas mal gras. Et je sais pas si vous savez, mais en 4-5 mois où il s'est mis très sérieusement, il y a eu quand même une très belle évolution sur le physique. Donc ça, toi tu vois pas Corvus, mais eux le voient à l'écran. Vous voyez, il y a tout qui s'est amélioré, hein, les épaules, les bras, etc. Donc c'est un combat qui se passe autour des 70 kilos. Je me souviens plus si j'ai le poids précis, mais voilà, autour des 70 kilos, donc à peu près
là où mon poids et où je compte combattre aussi pour information. Et voilà. Et donc il avait été annulé de son événement qui était, je crois, aux États-Unis ou au Canada, enfin de chess boxing. Hein, c'est pour ça qu'on en avait parlé dans cette vidéo. Mais bon, il a su rebondir assez rapidement et il y a une organisation qui a fait du coup ce combat qui était intéressant. Et on avait déjà fait des séquences analytiques où il s'entraînait soit au pas d'ours, soit... Alors je sais plus s'il était au sac, mais en tout cas on avait déjà dit, tiens, c'est pas mal, il se met bien sur la pointe des pieds, ou voilà, il bascule le corps, là attention, il baisse la garde, etc. Voilà, je suis un peu devenu un geek de la boxe, Corvus c'est vraiment le geek de la boxe, donc c'est des trucs qui nous intéressent et qui nous parlent et sur lesquels on peut passer du temps. Et même parmi les regardeurs, hein, j'ai vu qu'il y en avait qui aimaient pas particulièrement la boxe, mais vous aimez bien quand on a analysé un peu le truc de Sardoche. Je vous dis, ah ouais, c'est technique, c'est intéressant. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, merci pour cette intro. On est resté juste au-dessus des 5 minutes. Je vais te laisser la main, Corvus, pour dérouler. Juste avant ça, je vous propose de vous envoyer le nouveau générique donc que m'a fait Vanda pour la chaîne secondaire. Donc là, c'est la seule fois où je vais utiliser ce générique sur cette chaîne. Normalement, il va plutôt être utilisé sur la chaîne secondaire. Bon, il est court, hein, il dure que 8 secondes, donc regardez bien. Et voilà, je sais que je dois te payer, Vanda. J'ai pas encore fait le virement, mais t'inquiète, il va arriver. Allez, à tout de suite les clés. Hop là. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était pas mal, non? Voilà, merci beaucoup, Vanda. Alors, je te mets en grand écran Corvus et c'est parti, tu as la main. Ok, alors je vais essayer de faire une analyse qui soit un peu parlante pour tout le monde parce que je pourrais aller très très loin, mais le but c'est pas de faire une vidéo de 2 heures, ça va vous saouler, surtout si vous n'êtes pas boxeur vous-même. Donc je vais essayer de rentrer un peu dans le détail, mais pas trop quand même. Donc on va commencer directement sur le premier round de boxe. Hein. Évidemment, je ne commenterai pas les séquences d'échecs. Donc vous avez le fameux Sardoche ici à droite, Monsieur Léo Guirlet, donc prof d'histoire, hein, c'est ça, à gauche. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Là, du coup, tu coupes le son hein, pour pas avoir... Alors, tu veux que je coupe le son, d'accord. Non, j'ai cru que le son était coupé, mais t'inquiète. Non, je l'ai mis au minimum, parce que ça m'intéresse, en fait, des fois, d'entendre ce que disent les commentateurs. Tu vas voir que même sur les commentateurs, j'ai parfois des soucis. Okay. Allons-y. Alors, est-ce que vraiment, je commence direct à rentrer dans le détail? Allons-y, c'est pas grave. Hein. Donc, premier truc qu'on peut faire observer de notre ami Sardoche, il a une attitude, alors là, qu'il a à distance, mais vous allez voir que pendant tout le combat, il va l'avoir, c'est qu'à chaque fois qu'il avance, donc son pied avant, il vient basculer son épaule comme s'il tombait dessus. Vous allez voir, je vais le mettre au ralenti, c'est assez flagrant. Donc ça va être un problème après. Voilà, il avance son pied avant, il bascule dessus et il lève le coude. C'est-à-dire qu'en fait, il est sur un blocage qui est très particulier, c'est une garde qui est très particulière, qui n'existe pas vraiment. Il lève le bras en prévision, donc le bras gauche, il a toujours peur de se prendre un coup, mais sur une position qui n'existe normalement pas vraiment en boxe anglaise. Vous ne voyez jamais personne bloqué comme ça. C'est un truc qu'il aurait pris peut-être de la boxe thaï, mais du coup, ça va lui poser problème après. Là, il n'a pas vraiment de garde à droite, qu'il a le point qui est au niveau du menton, et il a le bras gauche qui est beaucoup trop levé, ça va lui fatiguer l'épaule, et vous allez voir que ça lui permet pas de bloquer grand-chose en réalité. Ouais, alors si tu peux remettre en pause pour expliquer un peu... en gros, parce que c'était marquant dans l'image qu'il a figée, c'est qu'il y avait tous les flancs qui étaient exposés quand il relève son bras là. Donc déjà, il y a le truc de l'épaule dont il a parlé où c'est problématique. Mais là c'est parfait. Vous voyez qu'il y a vraiment tout le flanc qui est exposé. Donc s'il y a un crochet au corps là, ou même un autre coup, ça passe. Et en fait, quand Corvus dit qu'en boxe thaï, ça on peut le faire, c'est parce que souvent on va aussi lever la jambe. Et donc du coup, on peut faire une espèce d'alignement entre l'avant-bras et le tibia qui fait qu'on est couvert de partout. Mais là, juste comme ça, effectivement, c'est une habitude à perdre. Voilà, comme tu as identifié. Alors des fois, il y a des espèces de flashs comme ça, mais c'est pas moi, hein, c'est dans la vidéo. Je sais pas d'où vient ce truc non plus. Ah. Alors on sent des fois il ferme un peu les yeux en attaquant, je sais pas si vous avez vu juste avant, on sent une petite crispation légère, j'ai coupé les commentateurs pour l'instant. Alors sur le fameux Léo, on sent de la crispation, on voit qu'il a une posture qui est très droite, très rigide. On a l'impression presque qu'il a peur de frapper. Regardez un petit peu la posture ici. Donc une garde très haute, hein,
même quand son adversaire est à distance. Alors il faut savoir qu'en boxe, on a normalement ce qu'on appelle la variabilité des attitudes de garde. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez vous rapprocher de votre adversaire, plus vous allez monter les gants et passer en garde hermétique. Il y a 3 gardes en boxe, on va les faire ici pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble. Vous avez la garde dite basse, donc normalement vous êtes entre les épaules et le menton. Vous avez la garde intermédiaire, vous êtes entre le menton et les pommettes. Et la garde haute, vous êtes sur les tempes, entre, on va dire, les tempes et les pommettes. Et donc, en fait, vos gants vont monter et descendre. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous allez monter de plus en plus. Là, on a un adversaire qui est à distance. On le voit ici, il y a peut-être 1m50, 2 mètres qui les séparent. Et il est déjà, parce qu'il a peur, en garde haute hermétique. Surtout, je vais pas me faire toucher. Le problème, c'est que ça amène de la crispation. Il va y avoir de la raideur dans les épaules, dans les trapèzes, dans les bras. C'est-à-dire que même s'il attaque pas beaucoup, même s'il va pas y avoir un important débit de coups, il va décliner sur le plan énergétique parce qu'il se fatigue pour rien. C'est pour ça que le premier truc en boxe, c'est apprendre aussi à se relâcher. Et moi, je sais déjà, sans même avoir besoin de regarder tout le combat, je sais déjà qu'avec une attitude comme ça, il va se cramer très très vite. Okay. Est-ce qu'on pourrait repasser, s'il te plaît, la première séquence de coups quand même où Zardoz attaque? Moi, j'ai vu quand même 2-3 jabs de prise d'info qui étaient pas mal. Après, il est rentré. Alors, je sais pas si on passe au ralenti. Derrière, il se fait contrer par une espèce de... Je sais pas si c'était un crochet ou un direct, mais... Alors... Tac, alors... Je vais mettre au ralenti un petit peu, si tu veux, je vais mettre à 75 pour qu'on ait le temps de mieux voir. Alors là déjà sur le... Il ferme les yeux, je sais pas si tu vois. Alors les yeux je vois pas, mais par contre je vois qu'il fait comme moi en fait, j'essaye de m'améliorer là-dessus, mais tu sais il met son jab, alors c'est un jab assez, c'est pas juste un jab avec le bras, donc il y a quand même un petit engagement, mais du coup il baisse sa main droite, tu sais... Oui, bah ça c'est défaut récurrent des débutants en fait, c'est d'être tellement concentré sur l'attaque que en fait la défense du bras opposé n'existe plus, et donc en fait là la main ne sert absolument à rien. C'est-à-dire que si son adversaire lui balance un jab à un contre, donc plus rapide, plus percutant, là ça va directement dans le nez. Donc c'est ça qui est un peu curieux aussi, c'est que ils ont ce réflexe de monter tous les deux, de monter les bras comme ça de manière systématique quand il n'y a pas de coup délivré, quand ils sont pas en phase d'échange. Ils le font en phase d'observation, mais par contre en phase d'échange, justement la défense tombe, alors qu'il faudrait que ce soit l'inverse en réalité. Mais ça, c'est d'être tellement focus sur son action qu'on en oublie le reste. Ok. Donc là... Là, il ferme pas les yeux vraiment. En fait, il est un peu, il a fait la grimace, mais on sent quand même qu'il est gêné. Il a encore une petite appréhension des coups. Et puis il est énormément déporté vers l'avant quand il frappe. C'est un problème de gestion de la distance. C'est-à-dire que tu vois, en fait, je vais mettre pause. Voilà, là, c'est une posture qu'il faut absolument éviter. Alors là, c'est pas forcément dérangeant parce que l'autre, il a peur d'attaquer, comme je le disais. Mais quand t'es vraiment penché comme ça vers l'avant, là, il y a tout son poids de corps qui a basculé sur sa jambe avant. C'est-à-dire que si vous faites si on trace une ligne ici, voilà, tout le poids de corps du buste, il est tombé sur la jambe avant. Donc là, ça veut dire qu'il aura pas le temps, sauf à avoir une force colossale dans la jambe avant, de repousser son poids de corps vers l'arrière si jamais il y a une contre-attaque. Et le problème, c'est que s'il prend une contre-attaque, c'était le principe de la contre-attaque justement, c'est qu'il va pas seulement recevoir en pleine figure la force de son adversaire, il va aussi venir s'empaler dessus. Donc il y aura l'énergie adverse plus la sienne qu'il aura empalée sur la frappe. C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux de faire ça. C'est bien d'avoir de l'initiative, c'est bien d'avoir du cœur, c'est bien d'attaquer, d'avancer, tout ce que tu veux, d'être agressif. Mais faut quand même pas perdre de vue que si le mec, à un moment donné, il se réveille, il y a un rapport bénéfice-risque à prendre en compte. Donc là, j'invite quand même à la prudence sur ce genre de move. Ok, mais en tout cas, moi, quand je vois ça, il y a quand même un... Alors ouais, peut-être il y a trop de prise de risque parce qu'il bascule trop le poids du corps vers l'avant, mais en tout cas, il y a le mouvement des hanches. J'ai l'impression qu'il y a, tu sais, le bon basculement du poids du corps pour mettre ce qui semble être un crochet ou... je sais pas, parce que le bras est fléchi, mais ça pourrait être indirect, mais comment dire, je veux dire que le direct est relativement bien mis là. Bah, on va le laisser se porter jusqu'à la fin. Ouais. Donc, en fait, les hanches n'ont pas pivoté tant que ça, les épaules ont un petit peu pivoté. Mais en fait, c'est justement l'intérêt pour les débutants, mais qui est un piège en réalité, de se pencher vers l'avant. Parce que normalement, la distance qui te sépare de l'adversaire, t'es censé la couvrir en pivotant complètement la ligne de hanche et la ligne d'épaule. C'est-à-dire que normalement, quand tu donnes une frappe, tu pivotes ici et tu pivotes ici.
Si tu donnes une droite, hein, évidemment, la flèche elle sera de l'autre côté. Si tu donnes une gauche, le problème, c'est que quand tu as des pieds qui sont complètement sur la même ligne et très écartés l'un de l'autre, ce qui est le cas ici. C'est-à-dire que là, mettons, vous positionnez vos pieds, vous auriez une horloge qui est tracée au sol. Il aurait le pied avant, je sais pas, à midi, et le pied arrière à 6 heures. Donc complètement sur la même ligne. Et ben quand vous allez essayer de pivoter la hanche, il va y avoir un blocage anatomique. Vous pouvez pas passer la hanche en gardant vos pieds au sol s'ils sont sur la même ligne. Donc à ce moment-là, il y a que deux solutions. Soit vous penchez de manière exagérée vers l'avant, parce que vous pouvez pas récupérer la distance qui vous manque en pivotant, soit vous décollez complètement le pied arrière, qui va vous permettre de basculer encore plus. Et donc généralement, c'est les deux combinés. Donc moi, je trouve pas que ce soit si bien réalisé que ça. T'as vu effectivement une rotation d'épaule, mais pour moi, elle est partielle. Et de toute façon, tu vois bien là, à l'impact, qu'il a encore la hanche droite. Hein. Elle est pas complètement passée. Donc moi, je continue de penser que c'est quand même assez dangereux. Après, quand ton adversaire, il fait office de sac de frappe, j'ai envie de te dire, pourquoi t'en priver ? Bon, c'est la réflexion qu'on pourrait avoir, tu vois. Est-ce que vraiment là, c'est un problème ? Je pense pas, mais il faut faire attention. Ok. Ok, bah c'est top. Ok, en gros, tout vient des appuis parce que comme voilà, les pieds sont pas disposés de manière plus, je sais pas quel est le terme, mais tu sais un peu plus moins aligné comme, enfin tu vois le polygone. Oui, bah il faudrait qu'il déprofile ses appuis. Je sais pas si ça existe. En fait, il y a 3 gardes. Enfin, au niveau des appuis, hein, il y a ce qu'on appelle la garde profilée, mais t'es pas complètement sur la même ligne. Normalement, ce serait genre pied avant à 11h et pied arrière à 5h. C'est la garde profilée classique en boxe. Après, t'as la garde qu'on appelle de 3/4 face, où là, ce serait 10h, 4h. Et puis après, t'as la garde dite vraiment de face, qui est une garde assez situationnelle, plutôt quand le mec est dans les cordes, que tu l'as enfermé, que tu te positionnes vraiment devant lui, où là, tu peux avoir les pieds vraiment côte à côte, et tu vas pouvoir frapper vraiment aussi fort de la gauche et de la droite. Mais comme je te dis, c'est assez situationnel, mais sinon, t'es soit en garde profilée, soit en garde 3/4 face. Mais ça, c'est presque des appuis de karaté. Et à aucun moment tu dois avoir les pieds complètement sur la même ligne, et tu vas voir que ça va lui poser problème tout au long du combat. Ok, bah vas-y, voilà, je t'ai beaucoup arrêté cette première séquence. Mais, non, mais je t'en prie, vas-y, hein, c'est le but. Tac, en tout cas là, il a réagi au 1-2 quand même en reculant un peu, c'était... Alors là, on peut analyser aussi un peu son adversaire, c'est intéressant aussi de voir les comportements, pas seulement d'un côté, mais de l'autre. Donc là, pareil, si on regarde, hein, on va voir... Donc déjà, une défense qu'on comprend pas très bien. C'est-à-dire qu'à la limite, tu veux avoir une garde haute, tu veux avoir les gants au niveau des tempes, bah ok, mais colle ton coude à ton buste. Ça sert à rien de décoller le coude ici. Hein. De toute façon, tu vas pas bloquer avec la pointe du coude. Donc à un moment donné, tu peux garder ta main là. Moi, je le préconise pas, mais si vraiment tu veux garder ta main là, au moins colle le coude à ton buste. Et donc ensuite, voilà, un jab, bon à la limite, j'ai envie de te dire là, pourquoi pas, il avance le pied avant dessus, c'est pas catastrophique. Par contre, voilà, pareil, hein, moins prononcé que Sardoche, mais même délire, la garde qui tombe. Donc, tous les défauts, hein. Le pied arrière qui décolle, on le voit pas parce que ça a été coupé, mais là, je peux vous dire qu'il décolle. Le poids de corps qui bascule vers l'avant et qui tombe complètement, du coup, sur le pied avant. La garde aussi qui tombe. Et alors en plus, un détail, bon, peut-être qui est moins important que le reste, mais moi qui me gêne aussi, c'est le menton qui se relève. Normalement, quand vous frappez, surtout avec un direct, vous baissez le menton et vous venez le cacher derrière l'épaule. Ce qui fait que si vous prenez par exemple une frappe circulaire, à un moment il y a un crochet qui arrive en contre-attaque, le mec va frapper votre épaule. Mais si vous avez le menton relevé, il va passer juste au-dessus et il va vous déboîter la mâchoire. Donc ça, c'est un des premiers trucs normalement qu'on apprend en boxe, c'est quand tu donnes un direct, tu viens cacher légèrement, hein, il s'agit pas de faire un shrug, et tu viens cacher légèrement ton menton derrière ton épaule par sécurité. Donc là, on a une combinaison, si tu veux, c'est comme une espèce de réaction en chaîne, hein, tu l'as dit, la boxe, tout vient des appuis. Si t'as un problème en bas, bah ça va remonter, ça va faire défaut, et à la fin, t'as une espèce de cumul comme ça, qui fait que ça devient extrêmement dangereux. C'est vrai. Alors, je sais pas si Sardoche a mis l'accent sur son jeu de jambes, l'entraînement jeu de jambes au départ, mais moi, pendant quelques mois, années, je me suis entraîné vraiment en me concentrant sur les coups. Mais c'est là, depuis récemment, que j'écoute un peu tes vidéos et que j'ai compris que ça venait vraiment des jambes. Et c'est vrai qu'on ressent... on ressent... C'est les jambes qui t'amènent au contact, qui te permettent de frapper, etc. Ouais, mais c'est vrai que les débutants, on n'a pas conscience de ça. On se concentre sur parade, esquive, etc. Mais ouais, il y a un... En fait, le débutant, il boxe comme il fait de la muscu. Donc il pousse ses bras. Mais en fait, les bras, il faudrait les lancer vers l'adversaire. Un boxeur, c'est une catapulte. C'est-à-dire que ce qui fait des dégâts dans une catapulte,
c'est pas la pierre en elle-même, si tu veux, c'est la puissance de la catapulte avec laquelle elle projette le projectile. Et donc en fait, c'est exactement le même délire. C'est l'écartement de tes appuis, la hauteur de ton centre de gravité et la façon avec laquelle tu vas pouvoir pousser dans le sol qui va générer une énergie de départ, un capital offensif. Et ce capital offensif, il va remonter par un effet domino au fur et à mesure vers tes armes. Alors en anglais, ce serait tes poings, mais du coup, ça peut être aussi tes coudes, tes genoux, tes pieds. C'est la même logique. Par une succession de rotations articulaires. Donc j'expliquais tout à l'heure rotation de hanche, rotation d'épaule. Donc normalement, au lieu de faire, hop, on va revenir en arrière, parce que je switch un peu. Hop, voilà. Normalement, au lieu de basculer comme ça, en bleu, c'est ce qu'il faut pas faire. Il faut pivoter ici et garder la verticalité. Il pourrait être penché plus légèrement, voilà, comme ça. Et là, il gagnerait la même allonge, il frapperait aussi loin, il serait plus fort, plus stable, il aurait une meilleure capacité à revenir en défense. Bref, il améliorerait absolument tout. Mais voilà, comme je te dis, ça se joue en bas. Mais en tout cas, là, sur l'absorption de ce coup, bon, il était un peu loin, parce que déjà à distance, je crois que Sardoche s'était mis un peu à distance, mais en tout cas, quand il se prend ça, j'ai vu, un pas vers l'arrière de Sardoche qui était pas mal fait, enfin, de ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il envoie d'abord sa jambe arrière, tu vois, alors que le débutant ferait un pas chassé ou même un pas en arrière, tu vois, lui, il a quand même, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Alors, honnêtement, je pense qu'il avait commencé à reculer sans voir le coup et que ça s'est bien goupillé. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre a frappé alors qu'il avait déjà enclenché un pas de retrait. Mais je pense pas qu'il ait réagi à la frappe en elle-même en se disant il faut que je recule. Je pense qu'il avait déjà commencé à reculer avant. Ok. Je peux me tromper, mais visuellement, moi, c'est le sentiment que ça me laisse en tout cas. Ma vitesse réelle. Voilà, donc là, c'est ce que je dis. On voit le fameux prof d'histoire et il a aucune raison d'être comme ça. Là, on est hors distance, ce qu'on appelle hors distance. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous touchez pas, l'adversaire est trop loin. Donc c'est la seule distance sur laquelle normalement vous êtes en économie énergétique totale. Vous pouvez même laisser tomber la garde, reposer un peu les épaules, respirer, vous relâcher. Et là, même à cette distance-là, on a de la crispation et on a une garde qui ne tombe jamais. C'est-à-dire que de tout le combat, j'ai survolé vite fait avant de lancer le live là, de tout le combat, il va avoir cette position ici et il va se fatiguer, vous allez voir. Voilà, alors là, bon, c'est... Il y a une prise d'initiative, donc on peut dire c'est pas mal, voilà, il y a du courage. Après, ouais, au niveau des postures, il y a quand même des trucs un peu bizarres. Là, on est sur un truc un peu curieux quand même. Là, il va se jeter vers l'avant. Oui, alors là, il y a tout ce qu'il faut pas. En fait, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais à son paroxysme. Donc là, le pied décolle, le poids de corps bascule complètement vers l'avant, et là, il est même plus sur sa jambe avant, parce que le poids de corps, il tombe ici. Tu vois, donc là ça veut dire que si il n'est pas amorti par sa frappe, il bascule nécessairement vers l'avant, il va être obligé de se rétablir. On va regarder comment ça s'est passé. Je vais mettre à 0,25. Vous voyez, donc là il est obligé pratiquement de ressauter vers l'avant, donc sa jambe arrière qui était là, il a sauté légèrement, il a basculé complètement, c'est extrêmement dangereux. Voilà, là en plus il a fait un espèce de crochet mais qui est passé, on ne sait pas très bien au-dessus, il a emporté la garde de l'adversaire. Et là, il recroise les jambes pour se remettre. C'est quand même laborieux, on ne sait pas trop ce qui s'est passé là. Je t'avouerai que des problèmes d'appui et donc des problèmes de gestion de la distance. Et puis l'adversaire, c'est pas forcément mieux non plus. Alors un truc aussi qui sert à rien. Je sais pas si vous avez vu là, l'adversaire, il a des espèces de. Ah ouais, alors je pense qu'il a voulu esquiver un coup qui est pas venu. On pourrait presque croire que c'est une feinte avec cette espèce de petit mouvement de tête comme ça vers l'avant, sauf que du coup t'avances la tête en ayant la porte qui est complètement ouverte. Vous voyez que les deux gants là en fait ils sont pas assez serrés, si jamais Sardoche il envoie une grosse droite, ça percute, il y a une autoroute, donc c'est pareil, pourquoi faire ça? Je veux dire franchement voilà, là toujours pareil, hein. On voit ici pied arrière qui décolle, poids de corps complètement jeté vers l'avant. Voilà, encore.
Bon, après, je vais pas mettre pause à chaque fois qu'il le fait, mais vous avez saisi l'idée, hein, ça va être le défaut récurrent pendant tout ce combat. Donc c'est attaquer sans souci défensif. Il faut savoir aussi que c'est proscrit, hein, en boxe, normalement, vous avez quand même un règlement par rapport à ça, qui dit que si vous attaquez de manière trop désordonnée et que vous prenez trop de coups, le combat peut s'arrêter sur une disqualification. Ici, c'est pas le cas. On n'est pas encore dans ces extrêmes-là, mais on a un comportement quand même qui peut tendre vers ça si... Avec la fatigue en plus, je pense que ça va être exagéré après. Voilà, très énergivore aussi, les mouvements de tête de Sardoche. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont énergivores tous les deux, mais pas du tout avec le même comportement. On en a un qui est très crispé, qui est très dans une posture passive, je dirais même attentiste, donc qui est Léo Guirlet, et l'autre qui est énergivore de la même façon, Sardoche, mais par contre, parce qu'il se jette vers l'avant, il enchaîne, il a des mouvements de tête comme ça, brutaux, un genre d'anticipation, mais sur des frappes qui en réalité ne viennent jamais. Donc ils dépensent tous les deux énormément d'énergie, tous les deux à cause d'un défaut de comportement, mais c'est deux défauts qui sont complètement opposés. Donc c'est marrant à voir. Un sursaut agressif et un sursaut défensif. C'est ça, alors défensif parce que bon, il y a de la peur, hein, ça se voit. Là, c'est la bougeotte. Regarde Sardoche. Alors, ça sert à rien, quoi. Il est là, il s'excite tout seul. On a l'impression qu'on a lancé une partie de Tekken, puis qu'on a posé la manette, tu vois, et puis le personnage, il est à l'arrêt, et puis il est là, il est comme un fou, il gesticule. Non, mais ça, tu m'avais fait la remarque aussi sur la séquence que tu m'as analysée. Que moi aussi, j'ai ces trucs-là. Je sais pas d'où est-ce que ça nous vient des jeux vidéo ou autres, mais effectivement, quand il y a rien à faire, on monte et on baisse notre garde. Alors, là, c'était pas mal, non, l'enchaînement. Ouais, je te laissais parler. Alors, le problème, c'est qu'on voit pas les jambes, parce que, bon, les mecs, évidemment, c'est des génies, ils se sont dit, on va filmer un combat de boxe, on va couper au niveau des hanches. Alors, on voit pas très bien. Là, pareil, hein, on sent qu'il y a de la projection comme ça de poids de corps vers l'avant. Là, on voit bien, on devine à la position du coude que la main qui était censée être en défense ici, la main gauche, elle a complètement chuté. Je sais pas dans quelle mesure l'autre a été touché. Alors, tac, tac. Alors là, c'était pas trop mal, mais c'est vraiment, on voit pas très bien. C'est ça qui est relou. Ouais. Il y a un uppercut. Et on voit que le mec, il est toujours donc très haut. Et puis après, du coup, tac, Alors, tac. Mais c'est vrai, c'est dommage que le meilleur passe. Attendez, en plus, moi j'ai ma caméra dessus. Hop. Ah ouais, ouais, alors là, c'est pas mal. Si ce n'est la main qui devrait être ici, normalement, la main droite. Et au niveau de la posture, au niveau de la rotation du buste, je peux pas juger des jambes, mais là, a priori, on est sur un uppercut qui a été quand même délivré assez proprement par rapport au niveau, hein, évidemment, je vais pas chipoter. Donc là, c'était pas mal. On voit la contraction du deltoïde, hein, de l'épaule, que vraiment il y a de l'engagement dessus. Au niveau de la flexion du coude, alors là, c'est bien, faut pas plus. C'est-à-dire que là, déjà, on est sur un uppercut qu'on considère long. Ah oui. Parce que si tu mets un uppercut en étant encore plus loin que ça, le bras va devenir trop raide, en fait, trop déplié, et ça va juste donner une espèce de gifle remontante. Donc l'uppercut, normalement, c'est quand même une frappe qui se délivre corps à corps, mi-distance, très rarement à distance. Là, on est sur de la mi-distance. On vient juste de passer sur la mi-distance. C'est à mi-chemin entre la distance et la mi-distance. Donc là, c'est bien. Voilà, fallait pas qu'il soit plus long que ça. Alors là, bon, là, le crochet un peu laborieux, par contre, on sent qu'il a frappé main ouverte, un peu bas aussi. Ouais. Bon, après, il y aura des trucs à sauver. Le problème, c'est que, alors voilà, c'est là où je voulais en venir depuis le début. Ouais. Et on va voir justement pourquoi il faut éviter de prendre trop la confiance quand le mec d'en face c'est un sac de frappe. Parce que là, on va voir, il se réveille juste un tout petit peu, donc l'adversaire de Sardoche. Et là, c'est open bar, c'est-à-dire que Sardoche qui a pas d'appui et qui a pas de défense, et tout qui passe. Donc là, la tête elle part en arrière, boum, là c'est terrible, boum. Là, les jambes se croisent, c'est-à-dire qu'il a carrément une jambe qui est tendue. Il est raide comme un piquet. Donc là, c'est la posture d'un mec qui est vraiment debout, qui fait pas de boxe, quoi. Là, pareil, ça repart. Là, il a les jambes qui sont au même point. Il a un centre de gravité qui est pile au-dessus d'une surface de sustentation qui elle-même est très très réduite. Et donc, du coup, forcément, il bascule vers l'arrière. Là, il est complètement perdu. Alors, il tente un truc, l'autre se jette dedans parce que, bon, forcément, l'autre, c'est pas super non plus. Là, il y a une perte du contact visuel qui est totale. Voilà, c'est-à-dire que là, ça aurait pu se terminer ici. Ouais, si le type en face avait appuyé un peu plus fort
qu'il avait un tout petit peu plus de précision, d'engagement, peut-être un peu moins peur aussi, qu'il était moins crispé, le combat s'arrêtait round 1. Parce que là, ce qui vient de se passer, c'était... Attends, j'ai perdu le fil. Mais c'était terrible. Voilà, c'était là. Donc faut faire attention, c'est-à-dire que c'est bien d'avancer, c'est bien d'avoir une attitude dite mexicaine, parce que les gens aiment bien utiliser ce terme, mais faut pas oublier que à un moment donné, les mecs en face sont pas que des sacs de frappe, tu vois. Et quand tu prends trop cette habitude, boum, 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 tu vois, là c'est chaud quand même. Hein. Ah oui, ça. Et alors là c'est pas parler de moi ou n'importe qui, mais moi je suis l'adversaire de Stardust, là je te dis c'est terminé. Et à la première, hein, pas à la 5e. Et en plus, bon bah voilà, on voit bien l'autre, il galère quand même. Hein. On va voir un uppercut. Ah oui. Voilà, alors c'est uppercut, j'appelle ça un uppercut, mais c'est même pas. Ouais, voilà, on va voir, ça va assez vite. Alors là, on a la main qui descend ici, elle part complètement. Il a à un moment donné presque le bras tendu, donc il part de là, quoi. Et puis il donne une frappe, donc. Qu'on suppose être un uppercut, hein, mais là vous devinez déjà qu'il y a zéro puissance, quoi. Clairement, normalement, un uppercut, donc c'est la mécanique du crochet, donc il y a une rotation, et en même temps il y a une très légère extension de hanche, c'est presque si vous vouliez combiner un deadlift et un crochet. Et ça donne une trajectoire presque diagonale au niveau de l'épaule qui frappe. Donc c'est pas une frappe qui est facilement abordable pour des gens qui boxent pour la première fois. Il faut s'entraîner voilà, des heures et des heures pour le maîtriser. Donc là on voit bien que il y a encore des problèmes là-dessus. Mais le problème de l'uppercut mal donné, c'est pas seulement qu'il fait pas de dégâts, c'est aussi qu'il vous expose énormément. Et alors un autre truc qu'on ne fait pas normalement en boxe. Donc là on voit il va essayer de sortir. Voilà, là il fait un pas chassé. Donc un pas chassé c'est quoi? Quelle est la différence entre un pas chassé et un mouvement de boxe? Un mouvement de boxe, vous avez des jambes, des appuis, donc des pieds, qui sont toujours écartés d'au moins la largeur de vos épaules. Donc vous faites tomber vos épaules au sol et vous avez l'écart qui est entre vos pieds. Et normalement, à aucun moment, quelle que soit la situation, à part peut-être quand vous êtes complètement en distance, vous devriez réduire plus que cette largeur d'épaule, vos appuis. Alors là, il veut reculer, il est un peu en panique. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pas chassé. Donc un pas chassé, c'est un pas chasse l'autre, hein, comme son nom l'indique, donc il rapproche complètement les deux pieds avant de les réécarter. Le problème, c'est que pendant cet intervalle de temps très court, eh ben, le polygone de sustentation, il n'existe plus. Normalement, si vous avez les jambes écartées, le polygone de sustentation, vous partez des hanches, c'est-à-dire du centre de gravité, voilà. Ça, ce serait la stabilité d'un mec qui a un pied ici, un pied ici. Et lui, il est dans le rose, donc... Le triangle, il est comme ça. Je suis désolé, c'est dur de faire des lignes droites. Ça veut dire qu'il est beaucoup plus facilement basculé en dehors de sa base, et donc il est déséquilibré très facilement. Et quand vous êtes comme ça, que vous prenez un coup, et ben vous allez au tapis. Et donc ça compte comme un knockdown. Donc faut éviter. Mais c'est aussi ce qui s'est passé avec Stardust quand il s'est fait enchaîner juste avant. Donc il faut écarter les pieds, pas trop, faut pas que ça devienne ridicule. Mais par contre, il faut se garantir un minimum de stabilité et surtout ne jamais faire de pas chassé. Voilà, toujours un petit peu cette posture là, un peu surexcitée de Stardust, qui sait pas s'il doit défendre ou pas. On monte, on descend, regarde le bras, quoi. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Tout ça, c'est de la fatigue inutile. Ouais, ce que tu me disais, il faut choisir ton camp, camarade. Soit tu restes en bas, soit tu restes en haut, mais faut pas. Puis en plus, ouais, c'est quand même des mouvements bien. Alors là, c'est compliqué. Va falloir mettre au ralenti. Je voulais avoir ton avis parce que je me suis dit, mais. Et c'est ce qu'on se disait avec les boxeurs avec qui je m'entraîne, on se dit, en fait, un mec qui a déjà fait un sparring lourd, jamais de sa vie, il va faire ce type d'enchaînement de mini-coups au corps. Et puis, j'ai vu un combat, alors je sais plus qui, là, mais à un moment, le mec, un vrai combat professionnel, et à un moment, le mec faisait des espèces de trucs comme ça aussi. Et donc bon, voilà, là, je vais te laisser... Mais bon, après, c'était peut-être pas exactement le même type de mouvement, tu vois, mais... Alors, je sais pas, mais déjà, je peux te dire que professionnel et amateur... Même s'il y a quand même genre un niveau qui est globalement plus élevé, c'est un statut avant d'être un niveau. C'est-à-dire que professionnel, c'est un mec qui gagne sa vie en boxant. Donc évidemment, normalement, il est censé s'entraîner beaucoup plus, il est censé avoir un niveau plus élevé, mais dans l'absolu, tu peux très bien trouver des amateurs et des pros qui font des erreurs de débutants, ça existe. Et tu peux aussi trouver, je dis pas qu'il y en a énormément, mais ça existe aussi, des loisirs qui boxent mieux que certains amateurs. Donc après, il faut essayer aussi de relativiser, c'est pas parce que tu vois un pro un jour faire une connerie que ça réhabilite la connerie en question. Après, pour ce qui est de cette espèce de combinaison, alors c'est un peu bizarre, là déjà on voit la posture, ça existe pas. Hein. Donc il a les fesses qui sont complètement en arrière,
il a le buste qui a basculé complètement devant. Donc là, si tu veux, au niveau des rotations, et même si là d'un coup, par exemple, il y a un coup qui arrive, un uppercut, comment tu veux qu'il l'évite? Là, il a le dos un peu... Enfin, je comprends pas très bien même comment il a mis ses pieds en bas. Et alors, comme tu le dis, ça va être un enchaînement de mini-coups sans réelle puissance. En plus, avec une perte du contact visuel... Enfin, là, évidemment, quand t'es au corps à corps, tu peux pas regarder ton adversaire dans les yeux. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'il a perdu vraiment la notion des appuis de l'adversaire, des siens. C'était un peu du bourrinage à l'aveugle, quoi. Mais c'est très laborieux. Ça crame les épaules, le cardio. Enfin, c'est comme un travail au sac, quoi. Mais sauf que enfin, si vous avez déjà fait des entraînements avec des gens et que parce que des débutants parfois ils essayent de faire ce genre de truc, ça passe sur vous comme enfin je sais pas comment une analogie, mais enfin ça fait rien, quoi. Ça coupe pas particulièrement la respiration, c'est vraiment des petits coups. Donc ouais, et j'ai vu qu'il l'a pas fait qu'une seule fois et pas fait qu'au premier round, et je me suis dit pourquoi son coach lui dit pas d'arrêter. Je crois qu'au deuxième de mémoire et à d'autres rounds il le fait encore, et je me dis c'est quand même étonnant, enfin parce que ça c'est hyper énergivore et tu t'ouvres le menton à une contre-attaque et ça a pas beaucoup d'impact, mais c'est assez impressionnant visuellement à voir pour un débutant, je pense. Mais bon, voilà. En fait, son coach lui dit pas d'arrêter parce que je pense que de toute façon, ce n'est que la conséquence d'un problème qu'on a déjà évoqué, qui est le problème de réglage des appuis. C'est-à-dire que s'il savait régler ses appuis et adapter les gardes et les appuis par rapport aux distances, il serait pas obligé de se jeter vers l'avant, il serait pas obligé de perdre le contact visuel, il prendrait moins de coups. Donc en fait, c'est toujours le même problème, mais qui se manifeste sous différents aspects. Là, on voit bien d'ailleurs le premier uppercut donc donné avec le bras gauche. Normalement, ce que je disais, donc il y a une rotation, il y a une extension. Là, on a juste un mec qui s'est penché sur le côté, et l'uppercut, il s'est transformé en une espèce de direct au corps, avec la main en plus à la verticale, ce qu'on appelle un peu le coup de poing piston, quoi. Donc là, il y a 0 dégâts, c'est clair. On va analyser frappe par frappe. Ensuite, voilà, il avait la main qui était partie complètement en arrière sur un espèce de crochet au corps. Il a le bras tendu, donc de toute façon, ça va être une gifle, ça va être une main ouverte. C'est pas comptabilisé et bon, normalement même c'est interdit, hein, tu peux te faire reprendre par l'arbitre pour ça. La garde qui tombe. Enfin, moi je me suis pété le pouce en frappant comme ça d'ailleurs. Alors tu te pèteras le pouce si tu frappes. Oui, en fait, si tu donnes tes crochets à l'américaine, c'est-à-dire que normalement t'as le point à la verticale sur un crochet, donc si t'es trop loin, ça va faire une position de gifle. Par contre, si t'avais l'habitude de les donner à l'européenne, c'est-à-dire un crochet avec la paume qui regarde le sol, là effectivement. Si t'arrives bras tendu, tu vas te péter le pouce, ouais. Ouais, c'est ce qui m'est arrivé, ouais, le mec défendait avec le coude et j'ai fait un mouvement un peu comme ça. Voilà. Comme il a une posture de merde, il est obligé de brasser beaucoup d'air. C'est-à-dire que normalement, une frappe, un crochet, un uppercut, elle devrait partir d'ici, au niveau de ce point-là. Donc il devrait avoir le point ici, il enclencherait une rotation d'épaule, une rotation de hanche, et il n'aurait pas besoin de prendre énormément d'amplitude, il générerait déjà beaucoup de dégâts, puisque c'est justement la rotation, la poussée des jambes dans le sol, qui génère de la vitesse, qui génère de la puissance. Or, comme là, il a des appuis de merde, eh ben, qu'est-ce qu'il fait pour compenser? Il brasse de l'air, c'est-à-dire qu'il met son poing énormément en arrière, pour prendre un peu de l'élan, et le problème, c'est que ça fait pas plus de dégâts, et surtout que ça fatigue beaucoup plus. Qu'il vaut mieux régler ses appuis plutôt que de brasser de l'air. Voilà, alors là, on voit pas très bien la zone d'impact. Là, il y a un crochet du gauche qui a glissé sur le devant. Alors là, on est pratiquement dans les couilles. Non, ça va. Il est passé derrière, dans le dos, donc pareil, ça sert à rien. Là, il sait plus où il frappe. Ouais, c'était au niveau du thorax. C'est compliqué, et là, encore une fois, ça va que l'adversaire, il est un peu aux fraises, parce que c'est pareil. Là, c'est gros crochet dans la mâchoire, et c'est fini. L'adversaire qui est toujours extrêmement droit, hein, qui a une très grande verticalité, on dirait presque de la boxe taille, jambes tendues, sachant que quand vous voulez libérer de la mobilité de buste, c'est-à-dire être capable de pivoter sur une frappe ou même simplement d'esquiver, hein, tu veux faire un retrait de buste, une esquive rotative, une esquive latérale, t'as besoin de libérer de la mobilité de buste. Et donc pour ça, tu dois fléchir légèrement les genoux, en étant toujours sur une posture très verticale, avec un centre de gravité haut, des jambes complètement dépliées comme ça. Quand Sardoche attaque et quand il a un gros débit de coups, l'autre est perdu. Parce qu'il faudrait qu'il descende un petit peu, qu'il écarte un peu les jambes, qu'il se fasse comme un peu un effet ressort, hein, si tu veux. Et là,
voilà, il pourrait basculer beaucoup plus rapidement, pivoter. Là, il en a pas la possibilité. On est à 30 secondes de la fin du premier. Tac. Alors, on n'est pas obligé d'aller aussi loin dans l'analyse à chaque fois, hein. Je sais pas combien de temps durera la vidéo, mais voilà, on va essayer quand même de faire un truc un peu instructif. Alors, Sardoche ne bloque qu'avec son point avant, en faisant toujours cette espèce de petit mouvement où il monte comme ça sur le côté. Chose qui n'est faisable que parce qu'il est extrêmement profilé, hein. Dès lors que tu déprofiles un peu tes appuis, tu dois quand même défendre avec tes deux mains. Alors là, bon, il se jette vers l'avant, là c'est un peu brouillon, il y a une phase de corps à corps sans accrochage avec des coups un peu main ouverte comme ça. Alors là, on a un bras droit qui est complètement en bas, alors que l'enchaînement n'est pas terminé, hein. Là, ça continue de frapper. Ah ouais. Donc là, il recule. Voilà. Ah ouais, j'ai même pas fait exprès, mais là, tu vois l'arrêt sur image. Bah oui, comment tu peux reculer alors que t'es encore dans la portée de ton adversaire en ayant cette posture-là? Alors que là, il a relevé le menton complètement, il s'est redressé, il a laissé tomber je sais pas, il a dû croire qu'il était sorti. Ouais. Sauf que non. Putain, c'est flagrant, Donc, ouais. ouais, c'est pour ça qu'il faut faire attention parce que. Il s'est dit, j'ai fini l'enchaînement, je suis en sécurité, je ressors comme ça, et il se fait cueillir. Putain, au menton en plus, là, ça aurait pu être la fin. Voilà, et parce que l'autre est trop raide, avec des appuis trop rapprochés, je te dis, pas de mobilité de buste, etc., il l'a touché avec une puissance qui est extrêmement réduite. Mais encore une fois, normalement, tu prends n'importe quel combat, je dirais amateur, professionnel, et tu vois le mec faire cette tête-là, tu sais que c'est terminé. Normalement, le combat est fini, là. Le mec tombe, tu vois. Et là, ça tombe pas, il a de la chance. Ouf. Mais voilà, ça c'est instructif pour lui, hein. Je veux dire, là, les coups qu'il prend, il se dit bon, je suis heureux d'en être sorti, j'ai gagné le combat, très bien, mais il doit se dire si le mec il a un peu plus de bouteilles, il faut pas que je le prenne parce que sinon c'est fatal. Ok, fin du premier round. Ouais, mais c'est un excès de confiance sur un excès de confiance et d'agressivité pour l'instant qu'on voit. Alors aussi sur sa comment dire, sur son espèce de parade là où il monte le bras avant, enfin tu sais ce que t'as décrit, voilà où il se fatigue l'épaule. Je le vois jamais faire des pattes de chat. Alors que moi je suis accro aux pattes de chat. Mais je sais pas, peut-être qu'il a pas trop mis l'accent sur ça dans son entraînement. Ou toi, t'en penses quoi? Alors pour ceux qui font pas de boxe, c'est qu'en gros, quand il y a quelqu'un qui t'attaque avec un jab, au lieu d'absorber en montant le bras avant, avec ton bras arrière, tu fais juste un petit mouvement du poignet ou vraiment très léger de l'avant-bras, et ça permet de disperser la frappe du mec dans le vent et après de contre-attaquer comme tu veux. Alors la patte de chat, moi c'est le terme péjoratif que j'utilisais quand c'est mal fait, mais normalement ça s'appelle pas patte de chat. Normalement c'est juste ce qu'on appelle un chassé. Et l'erreur grossière que font la plupart des gens, c'est que en fait ils chassent, mais ils accompagnent énormément le coup, c'est-à-dire qu'ils tendent leurs bras sur le bras adverse. Ça va être dur à expliquer comme ça, il faudrait avoir un support visuel. S'ils le font après, je ferai une pause et j'expliquerai plus en détail. Ce sera peut-être plus pratique. Moi, je suis étonné de pas le voir faire en fait. Mais peut-être qu'il est pas à l'aise avec cette technique, mais parce que moi je passe la moitié de mon combat, c'est juste ça quoi. C'est juste patte de chat, enfin ou chasser plutôt comme tu dirais. Le problème c'est que ça marche beaucoup sur des frappes uniques, c'est-à-dire que si le mec il t'envoie un jab, c'est un jab orphelin, ouais tu peux faire un chassé avec une contre-attaque derrière, mais ça suppose plusieurs choses. Donc ça suppose une frappe orpheline, ça suppose une bonne gestion de la distance quand même, et généralement t'arrives plus facilement à le faire quand le mec est mal réglé. Déjà le type va lui manquer 3-4 cm pour te toucher, donc c'est encore plus facile pour toi d'aller le chasser. Après sur un type qui maîtrise parfaitement son 1-2 ou son 1-2-3, ça va être beaucoup plus compliqué parce que déjà les coups vont arriver tellement vite que même si c'est un tout petit coup de poignet, tu vas chasser le temps que tu reviennes, t'auras déjà pris le crochet ou la droite. Donc c'est faisable, mais faut pas non plus, tu peux pas faire que ça. Hein. De toute façon, d'ailleurs tu regardes, ça existe quasiment plus à partir d'un certain niveau, parce que les mecs parce que les mecs sont d'une extrême précision et je te dis il y a un débit de coups qui est trop important. Alors je dis pas, ça peut arriver peut-être une fois ou deux sur un combat de 12 rounds, mais les mecs ils essaient même plus, et même les blocages, il y a des blocages, le blocage qu'il fait là où il monte à chaque fois la main avant comme ça là devant le visage, faut bien comprendre que le blocage, tu ressens quand même quand c'est bien fait, hein, tu ressens la puissance de l'adversaire. T'auras beau mettre la main sur l'oreille, quand tu prends 3 crochets pleine puissance en pleine gueule, faut bien te dire que le cerveau quand même il reçoit des vibrations. Donc c'est pour ça qu'à partir d'un certain niveau les mecs ils essaient absolument d'être sur de l'esquive. Le blocage c'est presque un truc de dernière chance quoi. Okay. Enfin bref. Ouais, c'était un petit hors-sujet, désolé.
Deuxième round. Alors, un truc qu'il faut pas faire, hein, j'imagine, dans ce genre de combat, c'est de penser aux échecs quand t'es en train de boxer et de penser à la boxe quand t'es en train de jouer aux échecs. Et c'est un petit peu, l'intérêt de la discipline, c'est de déstructurer mentalement l'adversaire pour lui faire perdre un peu les pédales. Que le mec, il en prend tellement dans la gueule que quand il se retrouve face au plateau, il a même plus la capacité de raisonner. Il est déjà dans le stress, dans le flip du prochain round. C'est pour ça que ça peut être intéressant vraiment de jouer ta carte si t'es bon en boxe, de démolir le mec, de le foutre dans les choux, pour qu'après t'as lui prendre sa reine facilement, quoi. D'ailleurs. Oula, alors qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il m'a fait un truc. Attends, parce que ça, il faut que je le mette au ralenti, c'est pas possible. Regarde, il a fait une espèce de pas de danse. Il m'a fait un truc, c'était assez cocasse. Ah, c'est vrai que c'est hors distance. Alors là, ça sert à rien. Crochet long au corps comme ça, ouais, c'est. Non mais normalement alors savoir que les frappes circulaires du bras arrière, donc de votre bras droit si vous êtes droitier, et de votre bras gauche si vous êtes gaucher, c'est des frappes qu'il faut introduire. Vous pouvez pas balancer vite fait un jab comme ça et puis derrière direct aller casser 2 distances sur une frappe, parce que c'est pratiquement ce qu'il essaie de faire, c'est-à-dire qu'il est hors distance, pratiquement à distance mais pas encore tout à fait, et puis là d'un coup le mec il va chercher au corps, et donc comment tu fais vu que t'es trop loin? Tu fais les erreurs que je disais tout à l'heure. 1, 2, voilà, donc regarde le pied, voilà, il n'y a plus d'appui, la rotation de hanche elle n'est pas exécutée complètement, les épaules c'est à peine mieux, une main ouverte, le type en face il s'en fout, il bouge pas, donc non, c'est de la prise de risque. Ça touche pas, c'est énergivore et. En fait, il avait bien pris la prise d'info avec le jab au début. C'était bien. Il était à distance de jab ou de direct, mais pas à distance d'un. Il faut construire en fait. C'est-à-dire que les mecs sont tellement préoccupés par le fait de balancer une grosse frappe avec un gros capital offensif qu'ils se disent pas faut d'abord que je construise pour que je rentre. En fait, ils veulent tout faire en un temps. Et la boxe, c'est pas comme ça que ça marche, à part si tu t'appelles Mike Tyson et que t'as la capacité de bondir comme ça sur 5 mètres. Mais pour la plupart des gens normalement constitués, tu vas envoyer 1 ou 2 frappes à distance, tu vas passer à mi-distance, tu vas continuer à construire. Et puis en vrai, quand tu vas vraiment sentir que t'as réussi à désaxer légèrement, que t'es sur le bon angle, à la bonne distance, là, tu vas commencer à balancer ton crochet. Mais si tu veux sauter les étapes et balancer un crochet directement en partant de hors distance, il va se passer ce qui vient de se passer là, hein. Voilà. Et ça vaut le coup qu'on en parle. Alors je croyais qu'il en avait déjà fait au premier round de mémoire, mais apparemment non, puisqu'on vient de tout le voir. Mais ouais, je me souviens que je l'ai vu 2 ou 3 fois pendant le combat, ça, Andreas Serdoche faire ça, et je me suis dit oula, ça c'est dangereux pour tout ce qu'on a dit. C'est énergivore et même dangereux si tu mets du temps à te remettre et que l'autre te cogne derrière. En fait, quand vous frappez, ce qui donne de la dureté à l'impact, c'est le fait que vous ayez vos 2 pieds ancrés dans le sol. Parce que l'énergie, en fait, c'est la 3e loi de Newton, hein, quand vous la déployez sur une surface, vous recevez en sens inverse l'énergie que vous avez déployée. Donc le fait d'avoir les 2 pieds au sol, d'être dur, d'avoir une chaîne postérieure qui est contractée au moment de l'impact, ça permet de limiter ce retour d'énergie et donc cette déperdition. Parce que si vous avez un pied en l'air, vous frappez, bon là c'est un crochet, bon il est mal délivré, mais admettons même ce serait par exemple une droite en pleine gueule, l'énergie va revenir, et si à un moment donné vous poussez le sol, vous êtes dur, elle pourra pas se disperser. Par contre si vous avez un pied dans l'air comme ça, l'énergie hop, elle revient en arrière et elle se perd là, ce qui fait que vous frappez moins fort. C'est pour ça qu'à l'impact, pour une raison de puissance, il faut toujours avoir les 2 pieds au sol et être dur. Et après aussi pour une raison évidemment de remobilisation derrière, éviter la contre-attaque, etc. Et donc là on voit sur une posture comme ça, tous les défauts que j'ai énumérés tout à l'heure. Pied arrière qui décolle, main ouverte à l'impact, on est sur de la gifle, menton qui se redresse, donc vulnérabilité totale. En plus de ça, la main gauche en défense, elle n'existe pas. Et tout le poids de corps qui a été complètement jeté vers l'avant, donc bascule totale sur le pied avant, ce qui fait que si là, il prend un crochet, un uppercut, encore une fois, c'est fini. Alors vous allez me dire, avec des si, on refait le monde, mais le but, c'est quand même d'avoir une attitude qui soit la plus sécuritaire possible. Là, c'est de la bagarre de rue, si tu veux. Donc oui, voilà, le mec en face, il est complètement aux fraises, ça passe, mais il faut vraiment pas prendre cette habitude, quoi. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance, hein, mais parce que franchement la boxe c'est pas, tu fais pas un foot avec des potes, c'est-à-dire que le foot tu perds, tu t'es fait humilier, bon tout le monde rentre chez soi, c'est pas grave. La boxe tu mets quand même en jeu ton intégrité physique. Faut pas oublier que un KO, on dit KO comme ça, comme si c'était rien, mais un KO c'est une commotion cérébrale. Hein.
Un KO, c'est le cerveau qui se balade à l'intérieur de la boîte crânienne, et à chaque fois que le cerveau il heurte la paroi, vous faites une commotion. Donc s'il heurte une fois, vous êtes sur une commotion simple. S'il rebondit 2 fois, vous êtes sur une commotion double. Et c'est un terme médical, hein. Voilà, c'est pas un KO. Ouais, t'as pris un KO, tranquille. Non. Donc faites attention quand même. Parce que après t'es arrêté en plus, hein. Si tu prends un KO, t'as un examen médical, tu reboxes pas 2 jours après, hein. À moins que tu veuilles finir avec des séquelles. Donc voilà, essayez quand même d'avoir une boxe qui s'inscrive dans la durée, dans la longévité. Le but c'est pas de faire 3 combats et de prendre le KO de votre vie. Ouais, après, je sais pas trop, mais je crois qu'effectivement il vise plusieurs combats lui, donc Sardoche. Donc peut-être. Ah, alors là, il met vraiment la pression, il déploie ses frappes. Ah, t'as mis un. Merde, je me suis raté. Oui, j'ai mis en accéléré au lieu de mettre au ralenti, effectivement. Alors. Tac. Alors là, c'est pas trop mal. Ouais. Je vois pas les jambes, mais je sais que c'est pas trop mal. On voit qu'il engage quand même. Voilà. La main qui tombe un peu trop, toujours, hein, pour moi. Le cadre. Voilà. Alors en fait, quand il enchaîne beaucoup et que l'adversaire a pas tellement le temps de reculer, bah lui non plus n'a pas forcément le temps de se jeter vers l'avant. Et c'est dans ces moments-là en fait qu'il a la meilleure posture. Quand il se jette un peu au début, c'est-à-dire que souvent la première frappe va être un peu catastrophique de prise de risque, et puis après il peut en envoyer 2-3 qui tiennent à peu près la route, parce que finalement il a cassé la distance, et jusqu'à temps que le mec recule et qu'il soit obligé de se rejeter une deuxième fois vers l'avant. Voilà, l'autre ne fait rien, hein. C'est-à-dire que vraiment, les contre-attaques, c'est très très rare. Je sais pas si c'est de la peur ou si c'est des limitations techniques. Oula, alors là. Ah, du coup, les rôles s'inversent. Ouais. Alors là, par contre, on est sur un truc. Alors, les uppercuts, je vais expliquer globalement comment fallait les faire. Hein. Là, c'est pas du tout des uppercuts. Je pense qu'il sait pas les donner. Donc, en fait, on est sur de la gifle remontante avec un mouvement qui se fait exclusivement en bras. Donc là, on a des directs. Et... Déjà, on voit que les mains sont un peu hautes. Enfin, je sais pas comment dire. Il a pas la main alignée avec le poignet et l'avant-bras quand il frappe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On a presque l'impression qu'il veut aller au-dessus et qu'il veut frapper en redescendant dessus, comme si on voulait mettre une tape sur la tête. C'est ça, ouais. Okay. C'est un peu curieux, effectivement. En plus, alors, il avance sur ses coups au début et il frappe avec les bras. En fait, il fait ce que je disais tout à l'heure, il essaie de boxer comme on fait de la musculation. Là, on a l'impression qu'il veut faire du développé couché sur Sardoche. Il n'y a pas de rotation de hanche, il n'y a pas de rotation d'épaule, donc ouais, à un moment donné, tu vas toucher parce que ça va vite, parce que tu agites les bras, mais l'idée, c'est de toucher peu, mais de toucher juste. Tu peux toucher beaucoup et toucher juste si t'es pas KO, tu vois, mais bon, là, c'est pas le cas. Donc, dépensez moins d'énergie. Par contre, quand vous produisez une action, faut pas que ce soit des actions pour rien. Voilà. Et là, malheureusement, comme ça manque de rotation, voilà, c'est des mouvements de bras. Là, il se jette complètement vers l'avant. Il a fait un espèce de saut. Là, il a croisé les jambes. Je sais pas si t'as vu. Voilà, là, pareil, il n'y a plus aucune défense. Et petit accrochage. Voilà, bon, qui immédiatement, je pense que les arbitres de chessboxing, ils savent pas trop gérer ces phases-là, donc ils cherchent même pas à comprendre. Alors, je sais pas trop ce qu'il lui dit. En fait, je crois qu'à la sortie de l'accrochage, il lui a dit genre reculer, et lui, pendant qu'il reculait, il lui a mis un crochet. Donc, ah oui, parce que normalement le break, t'es censé, chaque boxeur fait un pas de retrait, et le combat reprend immédiatement. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas d'arrêt du chrono. Mais tu peux pas frapper avant d'avoir fait le pas de retrait. Ouais, bon après ça, c'est difficile de se dire à ton corps, vas-y frappe pas, alors que tu sais, c'est le moment, ça fait 20 secondes que vous tapez, et le moment où ça se libère, ton cerveau il se dit vas-y envoie un coup. Ouais, puis alors faut le savoir aussi, c'est-à-dire que t'as carrément des entraîneurs qui oublient de préciser certaines règles à leurs boxeurs, qui sont focalisés sur des aspects techniques et pas trop sur des aspects réglementaires. C'est un peu comme le mec qui se trompe de coin quand on lui demande de retourner dans son coin, quoi. Tu vois, c'est des trucs. Alors toujours, hein, ces espèces de gardes bizarres qu'on comprend pas très bien. Alors, regarde, il y a 5 mètres entre les deux. Et il a encore les gants hauts comme ça avec les coudes devant. Détends-toi, mec, respire, relâche-toi, parce que là, ça sert à rien. Voilà, bon, c'est toujours pareil, hein, on est sur de la frappe très longue, essayer d'aller chercher au corps, alors que voilà, et encore, c'est pas si mal au niveau de l'engagement, de la rotation, tu vois, ça pourrait être pire. Mais je sais pas pourquoi ils ont cette espèce de... Ils veulent faire de l'inoué, là, tu vois, ils veulent aller chercher au corps comme ça sur des frappes à distance.
c'est quand même pas donné à tout le monde. C'est beaucoup plus facile de frapper au corps sur des frappes circulaires quand tu t'es déjà rapproché que d'aller travailler comme ça sur une espèce de fente. Alors ça existe, hein, de boxer avec des directs comme on ferait de l'escrime, mais pas à leur niveau. À leur niveau, c'est très compliqué. Alors, si tu peux mettre en pause ou on déroule, enfin, comme tu veux, mais est-ce que toi tu conseillerais plutôt, au lieu de chercher des frappes lourdes à distance, tu conseillerais plutôt de se rapprocher petit pas par petit pas et vraiment une fois que l'autre est acculé, bam bam, d'envoyer, plutôt qu'essayer de se déplacer, de frapper en même temps. Enfin là je parle pour Sardoche plutôt, tu vois, qui est plutôt l'agresseur en règle générale. Est-ce que tu... Ouais. Si tu veux, ce que je disais tout à l'heure, le problème c'est que l'autre sert souvent quand même de sac de frappe. Je suis désolé, hein, je veux pas être dévalorisant ni rien. Après, voilà, il y a du courage, machin, etc. Mais on est quand même énormément dans la passivité du côté de Monsieur Léo Guirlet. Donc, les conseils que je pourrais donner à Sardoche, à part éviter de se jeter en avant et de régler ses appuis, moi, il peut boxer à distance, hein, ça me pose aucun problème. Mais ce qu'il faut pas faire, c'est de se jeter de distance à corps sur des frappes orphelines. C'est-à-dire que moi, je te dis pas que de rester à distance, c'est un problème, mais si tu fais de la boxe à distance, fais de la vraie boxe à distance, alors. Ouais. Me fais pas une dinguerie où d'un coup, tu te jettes en avant et puis tu vas mettre une gifle sur le biceps du gars, quoi. Il y a des boxeurs qui boxent qu'à distance, hein. C'est pas un problème. Ils ont la capacité de boxer en reculant, la plupart du temps, je m'épose, hein. La capacité de boxer en reculant, parce que si tu veux rester à distance, l'autre il va vouloir se rapprocher à un moment donné, hein. Si tu veux boxer à distance, c'est-à-dire que déjà, généralement t'as l'avantage de l'allonge. Tu veux rester à distance parce que tu sais que t'as cet avantage-là, t'as plus de portée que ton adversaire. L'autre va vouloir se rapprocher nécessairement, donc toi, première qualité, savoir boxer en reculant, avoir une grosse droite dissuasive, c'est-à-dire que le mec il veut rentrer, mais en même temps il a peur. Il se dit putain, je vois ses droites, si jamais je me rate, c'est fini. C'est des qualités qu'il faut développer. Le problème de Sardoche, c'est que il a ni l'une ni l'autre, parce qu'il sait pas boxer en reculant vu qu'il a pas d'appui, et sa droite, elle est pas vraiment dissuasive. Là, on peut avoir l'impression qu'elle fait mal parce que le mec il se laisse faire, mais il y a trop de points faibles sur sa droite et il s'expose beaucoup trop pour que ce soit vraiment dangereux. C'est plus dangereux pour lui quand il donne une droite que dangereux pour son adversaire en réalité. Donc j'ai pas de réponse à ta question, ça dépend des profils des boxeurs, ça dépend de la situation. Dans certains cas, ce sera plus intéressant de rentrer, de segmenter comme ça ton approche, de le faire en 2-3 temps et puis de détruire quand t'as à casser la distance. Et dans certains cas, ça peut être intéressant de rester à distance. Ok. Ouais, mais en fait, parce que je me disais, dans sa catégorie de poids, il est peut-être relativement petit. Enfin, parce que moi, il est à peu près comme moi, je pense, entre 1,75 et 1,80 pour 70 kilos. Donc voilà, je pense qu'il va plus souvent rencontrer des adversaires longs. Donc après, bon, tu peux être plus grand, avoir une plus petite allonge aussi. Donc c'est... Oui, ça existe. Bon, après, c'est plus rare, mais non, je pense qu'il faut qu'il bosse. De toute façon, il faut tout reprendre là, hein. Il faut commencer par des déplacements. Il faut dire, voilà, les placements qui font la largeur des épaules, ce que j'expliquais tout à l'heure. Tu casses jamais cet écart-là. Pas croiser les jambes. Alors ça encore, il le fait pas trop. Et puis avoir une assise, quoi. C'est-à-dire que là, on a l'impression quand même que c'est très fragile au niveau de la stabilité, hein. Comme il est pas contré, qu'il attaque, bon bah ça va à peu près. Mais on a vu tout à l'heure, hein, au niveau du premier round, quand l'autre il s'est réveillé un peu, il s'en est pris 5 dans la tronche, il aurait jamais dû les prendre, hein. Voilà, moi j'ai pas mis pause sur tout, hein, parce que c'est souvent les mêmes trucs qui reviennent. Ouais, t'as raison. Allez, écoute, il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que ça te va si on va 1 minute 30 avant le dernier, à part si t'avais d'autres séquences Non, je crois pas. Après, je te dis, j'ai survolé. Tu veux faire quoi? Tu vas aller au round 5? Bah ouais, 1 minute 30 avant la fin, ou la dernière minute, tu sais, celle où il gagne. Alors, je sais pas où ça commence exactement. Du coup, je vais me mettre là, on va voir. Voilà, donc là, on a sauté 2 rounds. Alors, on peut regarder au niveau gestion énergie comment ça se passe. Bon, Sardoche, il est toujours dans une posture vraiment agressive. L'autre, il a l'air de se réveiller un peu là, mais un peu tard, à mon avis. Ouais. Là, il prend les coups. Alors, qu'est-ce que tu penses de cet arrêt là? Je crois qu'il est le premier, cet arrêt, je veux dire, qui arrive sur un gros crochet droit de Sardoche, qui était pas mal à distance, enfin, qui était bien, quoi. Après, je crois que ça a plutôt tapé dans la garde, mais... le problème, c'est même pas... en fait, si je suis l'arbitre, là, j'arrête pas parce que le mec, il a pris trop cher. J'arrête parce que le mec, visiblement, n'a plus la capacité de se protéger. En fait, il y a une perte c'est la perte de lucidité qui justifie l'arrêt. C'est-à-dire que le mec, il s'en prend une, il s'en prend deux, et puis il a l'air perdu. C'est-à-dire que, on va voir, hein, je vais mettre au ralenti.
Ouais, juste pour te dire ça, c'est parce qu'il y en a sur mon Discord qui disaient ouais, c'est quoi cet arbitre payé, il l'a arrêté. Moi je dis franchement, vu la tête de l'adversaire et son attitude, ça me m'étonne pas quoi. Donc toi aussi, tu dis, c'est pas. Ouais, en fait, non, mais ils ont raison si on se place du point de vue de la destruction pure, parce que le mec, il est pas KO là, il y a pas de raison d'arrêter, si tu veux, il est pas, il tient debout, ça va. En fait, l'arrêt se justifie du point de vue de l'incapacité de l'adversaire à se défendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'attends pas que le type prenne la commotion pour arrêter. C'est le but d'un arrêt en fait. Quand c'est trop brutal, boum, le mec il tombe, tu le comptes, forcément ça s'arrête. Bon bah là c'est clean pour tout le monde, tu vois. Et des fois les mecs ils se disent non mais le mec il était pas au bord du décès, il y a pas de raison de l'arrêter. Non mais justement le but d'un arrêt c'est d'éviter d'arriver à ce moment-là. Donc quand tu vois que le mec il en a pris 3 dans la gueule et qu'il est même pas capable de mettre ses mains au bon endroit et que si ça continue il va s'en prendre 10, eh ben le réflexe de l'arbitre c'est d'arrêter forcément. Donc je te dis l'arrêt se justifie par la perte de lucidité et l'incapacité à défendre. Et là on voit bien, donc il est dans les choux, boum il s'en prend une deuxième. Et le mec il sait très bien, là tu laisses ça continuer comme ça, il va s'en prendre 15. Hein. Ok ouais. Ça aurait pas changé, ça aurait été le même tempo jusqu'à Bah, le but c'est quand même de préserver l'intégrité physique des boxeurs. Hein. Donc je te dis, on pourrait attendre que le mec il tombe pour l'arrêter. Mais quel intérêt? Là on voit bien que de toute façon le type. Ok parfait. Ça reprend. Alors, on est quand même sur des grosses patates de forain, hein, ce qu'on appelle de la patate de forain. Là on a l'impression qu'ils sont sur une punch machine, tu sais, dans les fêtes foraines. Ouais. Ils sont tous les deux, ils se répondent là-dessus, ouais. C'est des frappes extrêmement lourdes, c'est-à-dire on cherche le coup qui tue, quoi, le coup unique. Alors ça, c'est des insuffisances techniques, mais c'est aussi la fatigue. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'en peux plus, et t'es là, vas-y, c'est bon. Bon, faut essayer de se restreindre. Hein. Bah là, on est sur la la 3e minute du 5e round, donc c'est normal. Voilà, donc là, c'est beaucoup du 1-2 avec un 2 très très large. Hein. 2, ça veut dire direct arrière. Ouais, c'est ça, c'est jab cross, jab cross, jab cross. Ouais, et là c'est l'arrêt définitif parce qu'il il a eu un mouvement de comment ça s'appelle, enfin tu sais il a regardé ailleurs. Ouais, bah il a perdu, il est aux fraises, comme le premier arrêt, mais en pire. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, pareil, hein, on peut se dire non, mais c'est bon, n'arrête pas. Bah on fait comme au MMA, quoi. On attend que le mec il soit mort par terre avant d'arrêter. Des fois, les types ils sont au sol, ils se sont fait ground and pound pendant 5 secondes. Le mec il en est déjà à une quintuple commotion et t'as l'arbitre il arrive, il arrête. Oui, bah c'est cool, on peut faire ça. Hein. Mais enfin, l'intérêt c'est quand même d'arrêter avant. Donc là, tu vois bien que le type n'en peut plus, ça sert à rien. Ouais. Après, on pourrait se dire, je sais pas combien de secondes il manquait. Voilà, il restait 30 secondes. Et 30 secondes, c'est long, hein, quand vous êtes dans cet état-là. Donc il y a des mecs qui pourront te dire, ouais, on était pratiquement à la fin du combat, on aurait pu laisser le truc se terminer, aller au point. Moi, je suis pas sûr qu'il aurait tenu 30 secondes comme ça. Hein. Prenez-vous des coups dans la gueule pendant 30 secondes, vous allez voir ce que c'est. Hein. C'est très long. Écoute, voilà, après, bon, il y a des qualités quand même. Moi, je souligne hein, toujours le courage qui consiste déjà à monter sur le ring. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils sont là, ils ont jamais mis les gants de leur vie, ils sont derrière un ordi, ils critiquent. Moi, je sais ce que c'est que de boxer quand même. Hein. Donc, même s'il y a plein de lacunes techniques et même s'il y a plein de trucs moi qui me dérangent avec mon logiciel de prof de boxe, il faut quand même leur rendre ça. C'est qu'ils ont eu le courage d'y aller. Voilà. Après. C'est une discipline qui n'est pas de la boxe pure comme je le disais, donc c'est aussi compliqué parce que t'as les échecs, c'est des temps où tu refroidis. Parce que normalement, combien de temps elles durent les phases d'échecs là? Ouais, bah c'est 3 minutes plus... Ouais, tu vois. Voilà. C'est terrible parce que en fait, en boxe pure, donc t'as 1 minute dans le coin, c'est juste le temps qu'il te faut pour récupérer un petit peu de cardio et y retourner, mais tu restes dedans. Là, les mecs ils sortent complètement, c'est-à-dire qu'ils passent sur des échecs, ils doivent complètement se concentrer sur les échecs, et 3 minutes c'est long, ils ont presque le temps de refroidir. Donc ça rajoute une difficulté supplémentaire. C'est vraiment passer de l'un à l'autre comme ça. Et puis alors après, ouais, bah c'est ce que je disais sur le plan technique, il y a plein de trucs à revoir quoi. Et j'ai pas mis en plus, on a coupé le son parce que la première fois que j'écoutais les commentateurs, les mecs sont complètement à l'ouest. Hein. Au niveau de la boxe, hein. Au niveau des échecs, ils ont l'air de savoir ce qu'ils disent. Moi, je suis pas assez qualifié, mais au niveau de la boxe, ils sont là, oh, magnifique, extraordinaire. Alors que le type, ce que je disais, il jette vers l'avant, y a rien qui va, mais bon. Ouais, après, ils essaient de motiver un peu la foule, quoi. Voilà, puis c'est pour un public. Tu sais, enfin, il y a des mecs qui sont étonnés que Sardoche fasse de la boxe. Au départ, c'est déjà des échecs, des jeux vidéo, donc effectivement, il n'y a pas une grosse connaissance
sais, c'était rediffusé, je crois, sur enfin, moi, je l'ai regardé sur le Twitch de Sardoche. Je pense qu'ils ont publié après là-dessus. Donc oui, le public habituel de Sardoche, c'est sûr que c'est pas un public habituel de boxeurs. Voilà. Mais bon, après, voilà, il faut reprendre les appuis, il faut voir aussi la gestion des distances, il faut apprendre à construire, mais pas à construire voilà, en bourrinant un peu au hasard, hein, avec de la patate de forain, c'est vraiment construire, peut-être frapper moins, mais frapper plus précisément, voilà, libérer de la mobilité de hanche pour Monsieur Léo Guirlet, arrêter d'avoir une posture comme ça, un peu craintive, en plus, il défend en permanence, mais il défend mal. Ce qui fait qu'il dépense de l'énergie en ayant les gants très hauts comme ça, mais il se prend quand même beaucoup de coups. Ouais. Bon, et là, la victoire de Sardoche, malgré quelques mauvaises habitudes, c'est vrai qu'il a quand même... Bon, il était supérieur techniquement, je pense, malgré les défauts. Moi, je voyais qu'il plaçait quand même un peu mieux ses coups que Léo. Après, sur les ralentis, on a vu que mine de rien, Léo a fait quelques bonnes rotations aussi, mais comme tu le dis, le fait que Léo il frappe un peu la paume vers le haut ou ce genre de choses, enfin, voilà, moi j'ai l'impression que Sardoche avait quand même un peu une meilleure boxe en plus de l'attitude générale, plus combative que Léo. Je sais pas ce que t'en penses. Mais Je pense que c'est pareil, c'est ce que je t'ai dit sur Discord à l'écrit, mais je vais le redire là pour que les gens comprennent. En dessous d'un certain niveau, et en particulier quand tu as déjà l'ascendant physique sur ton adversaire, une boxe très agressive, une boxe où tu avances, c'est quasi toujours payant. Parce que le type en face étant un petit peu dépassé par les événements et n'ayant pas lui-même de quoi te faire peur, et ben ça t'encourage dans ton attitude et puis t'avances, tu bourrines et bon ça finit par passer, je veux dire même parfois sur un malentendu avec un coup de chance, voilà, le mec il va prendre un coup tôt ou tard, c'est statistique. À partir d'un certain niveau, quand les mecs ils sont capables de te contrer efficacement, quand les types ils ont un bon coup d'œil, ça devient quand même beaucoup plus compliqué comme équation. C'est-à-dire que t'es quand même obligé de te poser, t'es quand même obligé de réfléchir, tu peux pas tout le temps avancer comme ça. Donc là, je sais pas s'il y en a un, pour répondre à ta question, qui a une boxe qui est meilleure que l'autre, mais en tout cas, l'attitude qu'avait Sardoche sur ce combat, elle est gagnante à ce niveau-là. Okay. Ça, je peux te le certifier. Après, je te dis, voilà, s'il continue de boxer comme ça et qu'en face, le niveau augmente, il va se prendre une contre-attaque de l'espace et enfin, ça risque de lui faire tout drôle, quoi. Donc, Sardoche, si tu m'entends, fais attention à toi. Ok, ben merci pour cette vidéo qui est plus longue que ce qu'on avait prévu initialement. Mais je pense qu'on a vu quand même des choses assez concrètes. Donc, je crois que Sardoche, il est assez réceptif. Il est assez réceptif aux vidéos comme ça où on analyse un peu la chose. Donc, j'espère qu'il pourra retirer des choses concrètes de ce qu'on s'est dit. Mais en tout cas, merci beaucoup Corvus de t'être prêté au jeu. Je t'en prie, avec plaisir. Et s'il y en a encore parmi vous, chers abonnés qui regardaient cette vidéo, dites-moi si la dernière fois vous avez bien aimé, vous avez dit même moi si je fais pas de boxe, la partie l'analyse technique était intéressante. Là c'était quand même plus poussé que la dernière fois, donc moi j'aime beaucoup parce que je suis versé là-dedans et voilà je suis un peu un geek de la boxe, mais peut-être que pour le tout venant voilà vous serez parti avant, donc bon on verra en fonction des statistiques de la vidéo et des commentaires, mais voilà c'était top et j'espère que ce sera utile à Sardoche. Ouais, bon, c'était constructif, voilà, donc c'était bien. Allez, merci Corvus. Je sais pas si on se reverra ici, mais peut-être. Ça marche, bah écoute, tu me dis, y a pas de souci. Vas-y, excellente journée à toi, et puis à toute l'élite, à la prochaine. Salut à tous. Ciao.